J'ai vu The Odyssey de Christopher Nolan 2 fois, le fameux film dont tout le monde parle. Et il y a une scène que je n'ai pas pu me sortir de la tête. Pas la scène du Cyclope, pas celle de Circé, ni même la scène finale où Ulysse retourne à Ithaque. Je parle de la scène du chant des sirènes. J'avais lu ce passage dans l'Odyssée d'Homère et ce que Christopher Nolan en a fait, c'est tellement différent que j'ai dû rouvrir le livre pour comparer les deux. Ce que j'ai découvert, c'est que ces deux textes, séparés par 3000 ans, décrivent en réalité les mêmes mécanismes de persuasion. Parce que le chant des sirènes, bien que ce soit probablement l'un des récits mythologiques les plus marquants de l'histoire, c'est bien plus qu'un simple récit. C'est l'un des premiers traités de persuasion jamais écrits. Un texte de 8 lignes qui a fasciné philosophes, poètes, intellectuels pendant 3 millénaires. Et quand on le décortique, on trouve 8 mécanismes de persuasion que la science comportementale n'a découvert et formalisé qu'au XXIe siècle. Je m'appelle Amin Moussaoui et depuis des années, je décortique les mécanismes qui font qu'on obéit, qu'on achète ou qu'on adhère sans même s'en rendre compte. Et dans cette vidéo, on compare ensemble Homère et Christopher Nolan, ligne par ligne pour extraire ces mécanismes. Flatterie, rareté, aversion à la perte. L'objectif, c'est de décortiquer tout ça et de comprendre pourquoi ils marchent encore aujourd'hui sur nous et surtout comment toi tu peux les utiliser pour persuader dans tes conversations, tes offres, ton contenu et tes campagnes. Prêt? Let's go! Pour comprendre, il faut commencer par le texte original, le chant des sirènes de l'Odyssée d'Homère. Mais d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, les sirènes, c'est quoi? C'est des créatures marines, ni femmes, ni oiseaux, dans la version originale, qui chantent sur une île au milieu de la mer. Et leur chant est si puissant que tout marin qui l'entend est attiré irrésistiblement vers l'île. Il saute à l'eau, va à la nage vers elle et il meurt. Les ossements de tous ceux qui y sont allés jonchent l'île. Et il y a un point super important et très fascinant, c'est que les marins savent qu'ils vont mourir. C'est documenté, personne n'en revient et pourtant, ils y vont quand même. Ils entendent ce chant, ils perdent toute rationalité et ils y vont à la nage. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'un message peut contenir de si puissant qui te pousse à agir contre ta propre survie? Pour comprendre, il faut commencer par le texte original d'Homère, l'Odyssée, qui raconte le retour d'Ulysse à Ithaque en français, après la guerre de Troie. Une des étapes majeures de son voyage, c'est le passage par l'île des sirènes. En fait, il faut savoir que dans la mythologie grecque, Ulysse est le seul homme à avoir survécu au chant des sirènes. Donc en passant devant l'île, il bouche les oreilles de son équipage avec de la cire pour qu'ils ne puissent pas entendre ce chant, mais lui souhaite l'entendre. Il leur demande alors de l'attacher au mât du bateau et c'est grâce à ça qu'il arrive à y survivre. Donc là, on attaque le texte original où Homère nous donne les paroles précises, ce que les sirènes disent mot pour mot à Ulysse. Prêt pour une petite session de lecture? On y va. Avant de commencer, il faut savoir qu'il y a énormément de traductions différentes de l'Odyssée d'Homère. Donc selon la traduction, le texte, le contenu du texte peut changer. Mais les mécanismes de persuasion sont plus ou moins les mêmes. Donc on y va. Les hommes roulèrent la voile, la mirent dans la cale et ils frappèrent de leurs rames la mer écumante. Mais Ulysse pétrit un gros morceau de cire jusqu'à ce qu'il devint tiède et mou. Il boucha les oreilles de ces hommes et leur ordonna de l'attacher au mât. Donc c'est la stratégie utilisée pour qu'ils puissent survivre justement au chant des sirènes. Quand le navire arriva à portée de voix de la terre, les sirènes l'aperçurent. Elles lancèrent par-dessus les vagues les notes de leur chant harmonieux. Et là, c'est le chant qui commence. Viens grand Ulysse, héros au fait de ta gloire. Arrête, immobilise ton vaisseau et écoute notre histoire douce comme le miel. Tourne cette noire proue vers le rivage. Goûte aux doux délices, de jour et de nuit remplis de magie, qui ne sont destinés qu'aux héros. Nous connaissons ton noble passé, nous connaissons ce que réserve l'avenir. Arrête-toi un moment avec nous et repars ensuite. Un homme content, un homme plus sage. Je te cache pas que je suis à 2 doigts d'y aller aussi. Je rigole. L'idée, c'est d'analyser tout ça ensemble parce que ces quelques lignes cachent 5 mécanismes de persuasion surpuissants. Le premier mécanisme, c'est la flatterie. Quand les sirènes disent « Viens grand Ulysse, héros au fait de ta gloire », en fait, elles ne commencent pas par une promesse, elles commencent par un compliment. Elles parlent à son ego. Et quand on flatte ton ego, tu baisses ta garde.
tu te sens comme vu, reconnu. Un cerveau qui se sent reconnu, c'est un cerveau réceptif. Deuxième mécanisme, la métaphore sensorielle. Quand les sirènes disent « et écoute notre histoire douce comme le miel », ça c'est vraiment fort. Parce que c'est pas abstrait. On parle là d'une sensation que tout le monde a déjà vécue. Tu as déjà goûté au miel, tu connais cette douceur. Et au moment où elles disent « miel », le cerveau d'Ulysse la ressent avant même d'entendre le chant. C'est purement de la persuasion en action, dont le but est de préparer Ulysse à recevoir la demande. Troisième mécanisme, la rareté. Quand les sirènes disent en parlant de leur chant qu'ils ne sont destinés qu'aux héros. En gros, elles disent ce n'est pas pour tout le monde, c'est pas pour les marins ordinaires, c'est pour toi. Parce que toi, tu es différent, Ulysse, tu es un héros. Et ça, c'est le principe de rareté en action. Le même que Robert Cialdini a formalisé 3000 ans plus tard, qui dit que ce qui est exclusif nous attire, ce qui est pour tout le monde nous ennuie. Et c'est exactement ce que les sirènes utilisent sur Ulysse. Mécanisme 4, l'autorité. Nous connaissons ton noble passé, nous connaissons ce que réserve l'avenir. Là, elles établissent leur crédibilité en disant qu'elles le connaissent, qu'elles connaissent le monde, qu'elles connaissent le futur. C'est le principe d'autorité qui est en action. La connaissance du passé et du futur leur donne un statut supérieur. Elles lui disent, en d'autres termes, nous sommes supérieurs à toi par ce que l'on sait, qui permet de créer un rapport de domination entre elle et Ulysse. Et enfin, cinquième mécanisme, la promesse de transformation. Quand elles disent « Arrête-toi un moment avec nous et repars ensuite un homme content et un homme plus sage ». Là, c'est purement une promesse de transformation. Elles promettent à Ulysse de devenir un meilleur homme, un homme content et plus sage. Exactement ce que Ulysse recherche. C'est pour cette raison qu'il fronce les sourcils, qu'il crie et qu'il a envie de les rejoindre. On vient d'analyser 5 mécanismes du chant des sirènes, qui est un chant brillant. Mais il y a quelque chose que Homère ne nous donne pas dans le livre. Il nous donne les paroles des sirènes, mais il ne nous dit jamais ce qu'Ulysse a ressenti précisément. On sait juste qu'il a voulu les rejoindre, mais sans plus. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. On ne sait pas ce que ça fait d'entendre un chant, un message qui est conçu pour te détruire. Et c'est ce vide que Christopher Nolan a décidé de combler. Avant Nolan, les philosophes avaient déjà remarqué ce silence. Cicéron a réinterprété les sirènes comme une allégorie de la connaissance. Ovide en a fait des créatures de deuil. Les stoïciens y ont vu du désir irrationnel. Tous ont vu ce qu'Homère n'avait pas dit. L'expérience intérieure d'Ulysse. Nolan a décidé de faire pareil et de décrire le chant vécu par Ulysse lui-même. Et ce qu'il en dit ne ressemble pas du tout à ce que Homère en a fait. Dans le film, Euryloque demande à Ulysse c'était comment le chant des sirènes. Et Ulysse répond ces quelques phrases. All the things you wanted to be. Then, all the things you wish you never wished for. It was the delicious itch you go to scratch. To find it's under the skin, you can't reach it. So the delicious itch becomes unbearable. Told you what you most want is what you most can't have. And what you most can't have is what you already had. And lost. It was the song of all the promises I failed to keep. And it told me I don't really want to go home. Ces répliques sont puissantes et elles cachent à leur tour 3 nouveaux mécanismes de persuasion. Donc on en a eu 5 chez Homère, on en a 3 chez Christopher Nolan. 6e mécanisme de la vidéo, la personnalisation. All the things you wanted to be. Le chant est unique à chaque personne. Homère proposait du savoir pour tous, Nolan propose du désir pour toi seul. Le message générique est le plus faible. Le message qui parle à ton désir spécifique est le plus puissant. Et ça, Christopher Nolan l'a compris, c'est pour cette raison qu'il appuie sur cette personnalisation. 7e mécanisme, le désir inatteignable. A delicious itch under the skin you can't reach. Cette image est complètement folle, parce qu'on a tous déjà eu envie de se gratter. Je pense que si tu as déjà eu un plâtre, je l'espère pas pour toi, j'espère que ça t'arrivera jamais. Mais si ça a été le cas ou si c'est le cas, tu te rendras compte qu'il peut t'arriver de vouloir te gratter dans un endroit inatteignable. Et en fait, capitaliser sur cette image, c'est du génie. Parce que là, on n'est pas juste sur quelque chose de rare. On est sur quelque chose de physiologiquement impossible à satisfaire. La métaphore du miel chez Homère, c'était une douceur que tu peux goûter. La métaphore de la démangeaison chez Nolan,
c'est un plaisir que tu ne peux pas atteindre. Le désir ne naît pas de la valeur de l'objet, mais de son inaccessibilité. Ce qui nous amène au 8e mécanisme, qui est l'aversion à la perte. What you already had and lost. Homer promet un gain, tu seras plus savant, content. Nolan active une perte, tu as déjà perdu. Et on agit plus pour récupérer ce qu'on a perdu que pour obtenir ce qu'on n'a jamais eu. Ça, c'est le biais cognitif de l'aversion à la perte qui a été théorisé par Daniel Kahneman, un biais très connu. Et puis Christopher Nolan va encore plus loin dans ses répliques quand il dit « A song of all the promises I failed to keep and he told me I don't really want to go home ». Les sirènes ne créent pas un désir, elles révèlent un désir qu'Ulysse refoulé. Et ça, c'est le summum de la persuasion. Pour conclure, 3000 ans séparent Homer et Nolan, mais les deux décrivent la même chose. Homer, à travers le chant des sirènes qu'il dépeint, voit la persuasion comme flatterie, métaphore sensorielle, autorité et promesse de transformation. Christopher Nolan, quant à lui, voit à travers son film la persuasion par la personnalisation, le désir inatteignable, l'aversion à la perte. On peut dire que ce sont deux modes de persuasion, deux types de framework, mais les mécanismes qu'ils utilisent sont toujours actifs aujourd'hui. Dans les publicités, dans les relations, dans la politique, chaque fois que quelqu'un te fait agir contre ton intérêt, il utilise l'un de ces deux modes, l'un de ces 8 mécanismes. La question n'est pas est-ce que tu es persuadé, sache que tu l'es comme tout le monde. Mais la question qui se pose, c'est par quel mode? Pourquoi cette question? Pour comprendre, s'approprier et pouvoir utiliser à ton tour ses propres mécanismes. Dans tes offres, dans ton contenu, dans ton marketing, dans ta vente, dans ton business et dans tes conversations de tous les jours. Je ne cesserai de le répéter, la persuasion est une compétence. Ce n'est pas un talent, ce n'est pas une arme, ce n'est pas quelque chose d'inné. Et si tu veux continuer à te l'approprier, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo qui analyse un nouveau mécanisme, une nouvelle situation. Si tu veux aller encore plus loin et te faire coacher en one-to-one, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.